Ici Dominique Arsenault, bienvenue à la Grande Ludothèque, votre magazine culturel du jeu vidéo. Jeudi le 30 avril, c'est le lancement d'un appel au public pour le projet de recherche L'histoire du jeu vidéo au Québec. Votre animateur est un des chercheurs sur ce projet, qui cherche à récolter les témoignages de gens ordinaires qui ont vécu le jeu vidéo pour en dresser une histoire orale. Comment dans les diverses régions du Québec a-t-on découvert et pratiqué le jeu vidéo? Je profite de l'occasion pour raconter ma propre histoire du jeu vidéo telle que je l'ai vécue, dans l'espoir que ça puisse vous stimuler à participer et à nous partager la vôtre. Bonjour et bienvenue à la Grande Ludothèque. Ça fait plaisir de vous retrouver pour cette émission toute spéciale à deux niveaux. D'abord, c'est la dernière émission de la première saison de la Grande Ludothèque. Et oui, la saison d'hiver se termine. Donc, c'est un peu une rétrospective. Au niveau de la sélection musicale, j'ai décidé de faire une petite sélection à travers toutes les nouvelles découvertes que j'ai faites en animant cette émission-là pendant une saison. Donc, ça sera un mélange, un pot pourri de chansons et de tunes vraiment pas pourries pantoute, si vous me permettez l'expression, parmi toutes celles que j'ai fait jouer dans les 15 dernières semaines. Deuxième sens pour laquelle cette émission est spéciale, eh bien, je suis chercheur sur un projet de recherche qui est lancé aujourd'hui même, en fait, le jeudi 30 avril. On ouvre les valves et on espère récolter l'intérêt et la participation du public partout au Québec, dans toutes les régions, Montréal, Saguenay, Chicoutimi, Sherbrooke, Québec, évidemment, Gaspésie, peu importe où vous êtes dans la province, on veut savoir comment vous avez rencontré le jeu vidéo. L'histoire du jeu vidéo, c'est souvent l'histoire des grands hommes. Ici, le masculin n'est pas universel, mais vraiment désigne les hommes masculins. C'est l'histoire des grands hommes qui ont fondé les grands studios. Bien sûr, l'industrie du jeu vidéo est importante. La fondation des entreprises est un morceau essentiel de ça. Mais il y a aussi toute l'histoire qui reste à écrire et qu'on espère pouvoir écrire de comment les gens ordinaires ont rencontré le jeu vidéo dans leur vie. Pour ça, vous pouvez vous rendre sur le site de mon laboratoire de recherche, Ludov, L-U-D-O-V. Donc, si vous cherchez Ludov Jeux vidéo Québec, vous allez trouver ça facilement dans un moteur de recherche. Et vous allez trouver dans la section documentation en particulier une page Le jeu vidéo au Québec. C'est notre projet de recherche. Il y a différents onglets qui vous permettront de participer de diverses manières. Il y a une carte sur laquelle il y a des centaines de lieux répertoriés qui étaient des clubs vidéo, des magasins spécialisés, des marchés aux puces où il y avait un stand de jeux vidéo, toutes sortes d'affaires comme ça qui sont disponibles. Vous pouvez ajouter un témoignage à un lieu existant ou nous suggérer l'ajout d'un nouveau lieu. On fait une revue de la presse écrite, donc dans la presse, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, mais aussi des quotidiens plus régionaux, La Voix de l'Est, le Nouvelliste, à Trois-Rivières par exemple. On fait la recherche de tous les articles qui parlaient de jeux vidéo. On a ça, un petit tableur de 3200 textes répertoriés depuis 1980 environ. Donc, pour l'instant, le travail est encore en cours là-dessus. Pour chaque article, le titre, l'auteur, dans quel cahier, quels étaient les jeux mentionnés, les établissements, les endroits, etc. Donc, il y a différents volets. Et le volet le plus important, c'est l'histoire orale. C'est-à-dire qu'on veut que vous nous racontiez votre histoire. Alors, vous pouvez nous écrire un témoignage, vous pouvez remplir un sondage écrit pour participer au projet en racontant un peu votre parcours, une anecdote. Vous pouvez aussi communiquer avec nous pour nous décrire un peu qui vous êtes et tout. Et nous, on va faire des entrevues. On va se déplacer dans toutes les régions du Québec pour rencontrer les gens puis tout récolter pour éventuellement livrer les résultats de cette histoire du jeu vidéo au Québec. Pas seulement des jeux produits au Québec, mais aussi comment les jeux ont circulé, ont été joués, c'était quoi les pratiques de jeu, les tournois, avec qui vous jouiez, comment vous entendiez parler des jeux, etc., etc. On a déjà réalisé quelques entrevues qui sont aussi disponibles sur notre site web c'est un processus qui peut avoir l'air peut-être un peu intimidant. Donc, pour essayer de donner l'exemple, je vais moi-même faire l'entrevue comme si j'étais un participant dans mon propre projet de recherche. Donc, j'ai la grille de questions, je vais passer à travers puis je vais vous raconter mon histoire du jeu vidéo qui n'est qu'une histoire parmi les millions d'autres histoires qui existent sur le territoire du Québec. Donc, c'est un peu le sens de cette émission un peu rétrospective où je vais tracer mon parcours
parcours de vie, puis comment le jeu vidéo est arrivé à travers ça. Alors voilà, j'espère que ça va vous intéresser et j'espère aussi que vous serez invités, incités à nous écrire, soit sur, je répète, le site web Ludov, Ludov, Ludov Jeux vidéo au Québec. Vous allez trouver là un lien pour nous écrire. L'adresse courriel exacte, c'est contact@commercial ou @ludov.ca. Sinon, vous pouvez comme toujours écrire à l'émission si vous souhaitez qu'on aborde des sujets particuliers pour la prochaine saison de la Grande Ludothèque. Si vous aimeriez entendre parler davantage d'un sujet, d'un jeu, n'importe quelle problématique, n'hésitez pas en tout temps. On écrit à l'adresse suivante, c'est sans espace ni majuscule, lagrandeludothèque.cism@gmail.com. lagrandeludothèque.cism@gmail.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente émission. Expérience personnelle. Alors, nous faisons une entrevue de type histoire de vie. Donc, on y va grosso modo dans l'ordre chronologique au fur et à mesure que la personne qui participe à notre projet va se confier. Donc, étant participant moi-même, j'ai la liste de questions. Alors, le premier thème, la première rubrique, c'est les souvenirs d'enfance de la famille et de la localité. D'où venez-vous? Quelle est l'histoire de votre famille? Vos grands-parents, vos parents étaient-ils originaires? D'où vous avez été élevés? Bon, alors moi, je suis né à Québec, dans la banlieue nord de Québec, à Duberger, mais bon, on a déménagé, mes parents ont acheté une maison à Saint-Augustin, puis on a déménagé là, j'étais tout petit, là. Donc moi, mes premiers souvenirs, là, c'est vraiment plutôt de la maison à Saint-Augustin, sur la rue du Foin, que ça s'appelait. J'imagine qu'elle existe encore, cette rue-là. Donc j'ai grandi à Saint-Augustin jusqu'à la moitié, en fait, de ma première année de l'école primaire. Auquel cas, on a déménagé à Loretteville. J'ai fait 1 an à Loretteville. Puis là, on était dans un duplex en attendant parce que mes parents étaient en train de faire construire une maison. Et puis, donc, on a déménagé dans cette maison-là à Saint-Émile. Puis là, moi, j'ai grandi à Saint-Émile. Là, j'étais en 2e année du primaire jusqu'à la fin de mon cégep, essentiellement, jusqu'à ce que je parte à l'université. Donc, c'est là que j'ai grandi. Puis, l'histoire de ma famille, mes parents, les pères, donc le père de ma mère et le père de mon père étaient des militaires et ils étaient tous deux stationnés à Valcartier. Donc, c'est comme ça un peu qu'ils se sont rencontrés, qu'ils se tenaient ensemble. Ils avaient des amis en commun. Frères et sœurs étaient copains avec les amis. Puis là, bon, c'est un peu ce genre d'histoire de rencontre-là. Donc, mes parents se sont mis en couple vraiment jeunes, puis ils sont encore ensemble à ce jour, d'ailleurs. On les salue. Je sais pas si vous m'écoutez. Et puis, donc, moi, j'ai grandi dans ce milieu familial-là, tu sais, très, très stable, là, famille nucléaire, mariée et tout, là. Catholique comme tout le monde à l'époque, j'ai envie de dire. Bon, évidemment, c'était sûrement pas tout le monde, mais voilà. Puis, l'histoire de mes parents, mon père est électricien. Ma mère avait un travail quand ils se sont rencontrés. Puis, histoire typique, là, quand finalement le projet de fonder la famille est arrivé, mon frère est né en premier, en 81, puis moi, je suis né en 1982, donc assez rapproché. Et puis là, ma mère s'est occupée de nous. Dans le fond, il y avait pas, ça devait exister, j'imagine, des garderies, mais il y avait aucunement un programme national de garderie ni quoi que ce soit. Donc ma mère s'est occupée de nous jusqu'à ce qu'on soit ado. Puis là, à partir du moment où on était ado, elle a commencé à occuper quelques emplois. Ma mère faisait des toiles comme peintre, artiste peintre. Donc, elle suivait des cours de peinture dans un atelier. Puis, elle exposait des toiles. Puis, parfois, elle en vendait. Quand mes parents se sont fait bâtir la maison à Saint-Émile, ils ont fait bâtir la maison avec un atelier. Et donc, ma mère donnait des cours de peinture. Puis, donc, il y avait des gens qui venaient à la maison, puis on avait comme une espèce de paravent, là. C'était une section séparée de la maison, fait qu'il y avait un paravent fermé, tu sais. Puis, pendant que les cours se donnaient de l'autre côté. Puis, donc, on entendait, là, tu sais, le vocabulaire, tu sais, mets un peu d'orange de Mars ici, puis, c'est beau ce que tu fais, Mélodie, puis des choses comme ça. Donc, rétrospectivement, j'imagine que ça m'a quand même influencé, ou en tout cas, ça a participé à ma culture générale, je pense. Aujourd'hui, je travaille dans un département d'histoire de l'art, de cinéma et de jeux vidéo. Donc, tout est dans tout, comme on dit.
Fait que ça, c'est l'histoire de ma famille. Moi, j'ai été très proche de mon frère. Là, c'est sûr qu'on vit dans des villes différentes maintenant. Moi, je suis à Montréal, donc c'est sûr qu'on se parle beaucoup moins souvent, naturellement. Mais tu sais, tout le primaire, le secondaire, on se tenait beaucoup ensemble. On avait des amis en commun, la majorité de nos amis en commun même. On était très fusion, là, si je peux dire. Puis les jeux vidéo, ça a beaucoup été pratiqué là, avec mon frère. Tu sais, on jouait ensemble, on se regardait, on discutait de ce qu'on jouait. Donc, ça a été pas mal ça, mon expérience. Est-ce que mes parents jouaient à des jeux vidéo? En fait, mon premier souvenir de jeu, en fait, mon premier souvenir d'écran, tu sais, quand on pense film, cinéma, série télé, tout ça, moi, mon premier souvenir d'écran, c'est vraiment, en fait, tout ce qui est autour de l'écran, c'est de jouer à l'Atari 2600. Ça, c'était la console que mon père avait eue. Ben, mon père, en fait, mes parents avaient eu, là, je présume. Mon père nous avait montré ça à un moment donné. On devait avoir 4 ans, 5 ans, je me souviens pas exactement. Puis, il avait branché ça sur la télé qui était dans le sous-sol. Puis, on jouait à des jeux d'Atari. Puis, tu sais, pour nous, c'était vraiment un tremplin vers l'imaginaire. On jouait à l'Atari. Pas juste on s'assoyait puis on pesait ses pitons, là, tu sais, on jouait comme les enfants jouent au chevalier ou tu sais, peu importe. Là. Nous, on jouait à l'Atari. Puis le souvenir que mon frère m'en a reparlé, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, fait que c'est vraiment des souvenirs core memories, là, comme on dit. Mon frère me disait, tu sais, nous, on jouait dans le sous-sol à Star Raiders, qui est un jeu de pilotage de vaisseau spatial. Puis là, on ouvrait les coussins du divan, puis là, on se faisait comme un abri, comme si on était dans le vaisseau spatial. On mettait notre casque, on sortait les jouets comme le tournevis, puis là, on se faisait tirer dessus, tu sais, parce qu'il y en a un qui pilotait, là, qui jouait avec la manette au jeu, puis là, pendant ce temps-là, l'autre à côté disait « Ah, on est attaqué! » On s'en va ses coussins, on fait de la réparation. T'sais. Donc, on vivait nos aventures. Là. C'était un tremplin vers l'imaginaire, vraiment, vraiment. Ça, c'est mon premier souvenir d'écran puis de film. Je me souviens pas vraiment d'être allé voir des films au cinéma. Je le sais rationnellement. Là, on me dit qu'on est allé voir tel film. Bon, fine. Mais pour moi, c'est vraiment des grandes expériences. Donc, pendant qu'on était à Saint-Augustin, c'était ça. Dans le sous-sol, il y avait la télé, il y avait l'Atari 2600. On jouait à ça, des cassettes, un peu à temps perdu. On avait aussi un ordinateur Texas Instruments. En fait, c'est un clavier avec un port cartouche, puis on branchait ça sur la télé. Donc, il n'y avait pas d'écran fixe, puis tout ça. Puis on branchait ça sur la télé, puis dans les cartouches, il y avait un jeu qui s'appelait Tunnels of Doom. Tunnels of Doom, c'était un jeu dans lequel tu créais ton groupe d'aventuriers, genre Donjons et Dragons, tu décidais de leur classe, tu leur donnais des points de vie, tu achetais de l'équipement, tu leur donnais des arcs ou des arbalètes ou des spells. Puis là, tu explorais un donjon à la première personne, puis quand tu rentrais dans une case où il y avait des méchants, ben là, tu étais attaqué, puis là, tu tombais en vue top-down, combat tour par tour, tactique. Tu sais, nous, on taponnait là-dessus, on comprenait rien. Tu sais, évidemment, c'était incompréhensible pour des enfants de notre âge. Mais tu sais, vaguement, là, on finissait par pointer des affaires puis ça marchait. Fait que là, on faisait un peu la même affaire, tu sais. Fait que c'était ça, tu sais. Puis le souvenir que j'ai, c'est qu'après qu'on soit déménagé de Saint-Augustin, là, on a eu 1 an et quelques de transition à Loretteville. Puis quand on est arrivé à Saint-Émile, là, je me souviens qu'à un moment donné, mon père avait sorti la grosse poche de hockey, parce que, bon, il avait joué au hockey, il était gardien de but d'ailleurs, fait qu'il y avait quand même pas mal d'équipements qui traînaient encore. Puis il avait sa grosse poche de hockey remplie de cassettes d'Atari. Fait que ça, là, je me souviens là, de la poche de hockey, tu sais, qui dézippe, puis là, il y a des cartouches là-dedans. Fait qu'on pigeait dans la poche de hockey, puis on sortait des jeux, des cassettes, puis on jouait. Ça, c'est quand même des beaux souvenirs, parce que évidemment, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Évidemment, comme tous les garçons de notre âge, on sortait dehors, on jouait. On jouait beaucoup dehors, dans la forêt. Il y avait une forêt en arrière de chez nous, parce qu'à Saint-Émile, il s'était fait bâtir dans un coin qui était un nouveau développement, qui n'était pas encore développé. On était la première maison sur le bout de rue qu'ils ont bâti pour nous, grosso modo. Fait qu'on avait une forêt en arrière, puis on allait dans la forêt. On jouait dans la forêt tout l'après-midi, tu sais, régulièrement. Là. Fait que les jeux vidéo, c'était vraiment présent pour nous, mais ça s'insérait. Puis bon, faut dire que les jeux Atari, tu sais, tu passais pas 8 heures de temps dans des jeux d'Atari, là, c'était pas si développé que ça. Fait que c'est ça, on jouait pas mal avec ça. J'ai pas de souvenir de jouer avec mes parents. Alors c'est sûr qu'on a joué avec nos parents, tu sais, ne serait-ce qu'au début, on commence, on joue à Pong, des choses comme ça. Rapidement, par contre, c'est devenu une activité que moi je faisais avec mon frère, avec mon cousin aussi. Puis mon cousin puis ma cousine du côté de ma mère aussi. Quand je dis mon cousin, c'est plutôt mon cousin du côté de mon père, qui avait notre âge. Là. Il était exactement entre nous deux. Puis, fait qu'on le voyait souvent, c'était vraiment un bon ami, là, un membre de la famille, mais vraiment proche.
Maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur le sujet de ces souvenirs d'enfance-là puis de la localité? Comment était le quartier à l'époque? Donc, nous, on habitait vraiment sur le bord de la forêt dans les premiers temps, mais après ça, ça s'est développé beaucoup autour. Saint-Émile a été une des villes qui a eu le plus gros taux de croissance en Amérique du Nord, je pense. J'ai lu ça à un moment donné. Je me souviens pas des détails, là, mais j'avais lu ça puis j'étais comme, ben oui, parce que, tu sais, nous, notre maison était bâtie puis en arrière de chez nous, il y avait rien. Puis finalement, il y a des rues qui sont construites. Puis aujourd'hui, d'ailleurs, toute la forêt n'existe plus. C'est le sujet d'un jeu, d'ailleurs, que j'ai commencé à faire puis que j'ai toujours pas terminé. Un petit jeu d'auteur, là, solo, là, très, très small scale, que j'ai commencé à faire il y a 3 ans dans mon souvenir. Mais évidemment, j'ai genre jamais le temps de travailler dessus, mais j'ai bien le goût de le finir, puis là, je vais avoir du temps cette année pour le finir. Qui est une façon de montrer comment il y avait une forêt, puis là, aujourd'hui, il n'y en a plus. T'sais. Donc, le jeu vidéo, ça a fini par devenir un gros morceau, finalement, de mon expression, de mon imaginaire, des souvenirs aussi, beaucoup de nostalgie par rapport à cette époque-là. Avec la famille élargie, quel genre de relation j'avais? Ça, c'est une autre question qui est dans le questionnaire. Dans mon cas, c'est ça, je voyais mon cousin du côté de mon père, mon cousin, ma cousine du côté de ma mère. On avait aussi d'autres cousins et cousines qu'on voyait moins souvent un peu. On les voyait régulièrement, mais ils vivaient pas si proches, là. Ça prenait la voiture, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes de voiture. Fait que on allait des fois passer la fin de semaine chez mon cousin, puis là, on jouait à des jeux vidéo, tu sais, notamment. On faisait d'autres affaires aussi, là, mais fait que c'était quelque chose qu'on aimait bien faire en famille, avec les membres de notre famille aussi qu'on connaissait. Lors de l'âge scolaire, il y avait évidemment beaucoup de gens, beaucoup de garçons qui avaient ces intérêts-là, tu sais. Puis je repense, puis le fait que je me sois beaucoup intéressé aux jeux vidéo, tu sais, c'était un des sujets principaux dont on parlait là, dans la cour d'école, puis avec mes amis avec qui je marchais pour aller à l'école. On parlait beaucoup de jeux vidéo, puis moi j'ai grandi juste avec des garçons essentiellement. Là. J'avais une amie, fille, quand on habitait à Loretteville, qui était ma voisine, mais après on a déménagé, puis je me suis comme pas tenu avec aucune fille. Tu sais. Il y a sûrement un lien. Bon, est-ce que c'est déterministe comme lien? Je le sais pas trop, mais en tout cas. Fait que c'était un peu ça la réalité de mon école primaire. C'était une assez grosse école primaire avec plusieurs classes dans chaque niveau. Puis il y avait beaucoup de discussions dans la cour de récréation. On parlait beaucoup des jeux vidéo. Pendant les années du primaire, on a eu un abonnement à Nintendo Power, le magazine publié par Nintendo qui était la propagande interne pour la compagnie. Fait que là, moi, j'adorais lire le Nintendo Power. Puis, tu sais, je le lisais là, cover to cover. C'était un numéro par mois. C'était ma lecture préférée. Mais j'ai beaucoup lu rapidement. Les bandes dessinées en particulier. Mes parents nous amenaient, mon père souvent, nous amenait à la bibliothèque municipale à chaque semaine pendant des années. On a fait ça. C'était comme une tradition. Je me souviens pas c'était quand. C'était peut-être le mardi ou le mercredi, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était la sortie. Ils nous amenaient à la bibliothèque. Puis là, moi, je repartais chaque semaine avec 7 bandes dessinées. Parce qu'on pouvait emprunter jusqu'à 7 livres. J'empruntais toujours 7 bandes dessinées. Fait que j'ai tout lu, là, ce qui est la bande dessinée franco-belge, là, évidemment Astérix, Tintin, Yoko Tsuno, Gaston Lagaffe, name it, là, je les ai tous lus, dont plusieurs fois. Puis ça, je trouvais ça super nourrissant, stimulant, tu sais. Y compris les Tintins, là, ça m'arrivait rarement de sauter des cases dans Tintin, même s'il y en a du texte dans Tintin, là. Fait que j'ai toujours été très, très lecteur, très bookworm, entre guillemets. Donc, le Nintendo Power, moi, je le lisais aussi, tu sais, puis c'est comme ça que j'ai beaucoup appris l'anglais. En lisant Nintendo Power, maintenant que j'y pense, c'est peut-être arrivé un peu après Nintendo Power, il y a un jeu qui a été vraiment fondamental pour moi puis mon frère, c'est Maniac Mansion. Maniac Mansion, c'était un jeu d'aventure graphique qui était sorti sur la NES, donc sur la Nintendo. Fait que ça, c'est un jeu dans lequel on a appris l'anglais en jouant à ce jeu-là. Les personnages disaient des phrases, donc des dialogues. On avait des verbes en bas de l'écran, on pointait le bon verbe, on pointait l'item dans le décor, puis là, on apprenait le vocabulaire, puis les mots, puis qu'est-ce que ça voulait dire, puis des trucs comme ça. Puis mon cousin aussi jouait, tu sais. Fait que nous, on n'avait pas la cassette. Fait qu'on la louait au club vidéo. Puis là, on jouait pendant la journée et demie qu'on avait le jeu. Puis là, le club vidéo, ça a été mon vecteur principal d'accès à des jeux quand on est arrivé sur la Nintendo. Parce que bon, il y avait de la période Atari. Fait que là, la période Atari, c'était la poche de hockey avec les sélections de jeux héritées de mon père, on va dire ça de même. Puis à un moment donné, il y a eu la Nintendo. Je me souviens d'avoir vu la Nintendo, mais je me souviens pas exactement là, quand est-ce que j'ai vu pour la première fois, mettons, Super Mario Bros.
c'est flou. Mais je me souviens qu'à un moment donné, la Nintendo était là, puis à Noël, je me souviens d'un Noël où on avait loué la Nintendo chez ma grand-mère. On fêtait Noël encore chez ma grand-mère, qui habitait dans une maison qu'elle avait partagée avec son mari, puis éventuellement elle a déménagé. Puis c'est la mère de mon père, elle est venue habiter la maison construite à Saint-Émile, qui était une maison bigénérationnelle. Il y avait un appartement, un 3,5, que ma grand-mère avait, qui était relié par une porte sur un palier d'escalier qui donnait accès au reste de la maison. Puis ça, c'est quand même important quand j'y repense, là, c'est quand même important dans mon rapport aux jeux vidéo. Le fait que ma grand-mère ait habité à côté de chez nous, dans le fond. Dans la même maison, mais dans un appartement séparé avec sa propre adresse civique puis tout ça. Fait que bref, je me souviens d'un Noël qu'on a passé chez ma grand-mère où est-ce qu'on avait loué la Nintendo avec Super Mario Bros 3, dans mon souvenir. Alors peut-être que mon souvenir est inexact, mais il me semble que c'était Super Mario Bros 3. Fait que c'est comme weird quand je repense parce que, tu sais, Super Mario Bros 3, ça arrive quand même plusieurs années là, après la sortie de la NES. Fait qu'on aurait eu une NES si on l'avait eu dès que c'est sorti. On n'aurait pas eu besoin de louer une NES pour avoir Super Mario Bros 3. On aurait juste demandé aux parents de mon cousin Rémi ou à mes parents d'amener la Nintendo pour qu'on puisse jouer à Super Mario 3. Fait que peut-être je me souviens mal, puis qu'en fait, on n'avait pas loué la console. Quelqu'un avait amené sa console, puis on a loué la cassette Super Mario Bros 3 qui était la nouveauté. Fait que ça, c'était à élucider avec l'histoire de ma famille. Et là, on tombe dans des zones d'ombre qui sont assez communes là, quand on fait de l'histoire orale puis de notre histoire de vie. On se rappelle de certains flashs puis on n'a pas toute l'information. En tout cas, donc je me souviens que la NES là, est arrivée. Je me souviens qu'on l'a eu. Je me souviens qu'on n'était pas les premiers à l'avoir. Là. J'essaie de me rappeler puis il me semble qu'on n'a pas été particulièrement avant-gardiste. Je me souviens qu'on l'a acheté aux distributions aux consommateurs. Ça, je m'en rappelle. Distribution consommateur qui était un comptoir où t'allais là, puis il y avait un catalogue. Ben, il y avait plusieurs catalogues. Puis là, tu feuilletais les catalogues, tu disais, je veux cet item-là. Tu sais, c'est quoi votre numéro d'item? 388-372. OK, là, le commis s'en va en arrière dans leur giga entrepôt, probablement. Puis il te ramène ton truc, puis te le donne par-dessus le comptoir. Tu sais. Comme un magasin général de l'époque. C'est drôle quand même. Fait que je me souviens qu'on a eu la NES là. Puis, ça a été notre console principale, comme tous les garçons en particulier de notre âge, mais même tous les enfants en général de notre âge. Parce que bon, j'avais des amis qui avaient des sœurs. En fait, à cette époque-là, j'en avais dessus. Quand j'étais au primaire, non, on était amis avec deux gars, les Fradettes, qui étaient deux frères eux autres aussi. Tu sais, fait que le plus vieux était ami avec le plus vieux et vice-versa. Ouais, j'avais pas... non, tout au long de mon primaire, j'avais pas d'amis qui avaient des sœurs, maintenant que j'y pense. Ou j'avais peut-être un ami qui avait une sœur plus vieille qui était jamais là quand nous on était là parce que, en tout cas, peu importe. Donc, ouais, c'est ça, ça revient un peu à ce que je disais. Un petit peu plus tôt, ouais. Puis, donc, la Nintendo, ça a été notre console, mais on avait peu de jeux, là, parce que les jeux coûtaient cher. Fait qu'on avait Super Mario Bros. Duck Hunt, qui venait avec la machine. Après ça, on a eu un certain nombre de jeux qu'on possédait, mais quand j'y repense, on a dû avoir comme 5 jeux à nous. Puis là, c'était le rituel, c'était une location. Chaque fin de semaine, on allait au club vidéo. Puis mon père nous amenait au club vidéo, puis nous payait une location d'une cassette de jeu, c'était 5$. Donc, on louait une cassette pour 5$, on la louait. La meilleure affaire, c'était d'y aller le vendredi tout de suite quand mon père rentrait du travail à 6h ou 6h30, quelque chose comme ça. Là, on le louait là parce qu'il fallait le ramener le lendemain à 18h. Fait que là, c'était comme le meilleur timing possible, je pense. Là. Ou peut-être qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que quand tu louais le samedi à 10h le matin, ben là, tu l'avais jusqu'au dimanche à 6h. En tout cas, je me souviens pas du détail, là, mais il y avait une affaire de même. Fait que ça a été de loin mon expérience du jeu vidéo. C'est passé par la location. Là. On louait un jeu chaque semaine, puis il y a des jeux qu'on a reloués quelques fois, mais on découvrait vraiment là, tout ce qu'il y avait en termes de jeux vidéo. Fait que les 5-6 jeux qu'on a eu sur la NES, là, je vais sûrement en oublier, mais ceux là, que je me rappelle vraiment bien parce qu'on les a joués, là, c'était... Mon frère m'a fait le commentaire l'année passée, je pense à Noël. Il disait, hey, quand je repense, là, on n'était pas grillés quand même pour les jeux qu'on avait quand on était jeunes, tu sais. Alors, on avait... Puis souvent, le rythme d'accumulation des jeux, là, c'était que quand on arrivait proche de Noël, on demandait comme cadeau de Noël un jeu de NES. Puis là, tous les membres de notre famille se cotisaient. Fait que là, mes parents mettaient de l'argent, je sais pas combien, ils nous le disaient pas, mais bon, imaginons, là, mes parents mettaient genre 50$, tu sais, puis ça, c'était leur tranche du cadeau. Puis là, après ça, mon oncle mettait 10$, puis ma tante mettait 10$, puis ma grand-mère mettait 20$, puis là, comme ça, collectivement, les membres de la famille ensemble nous payaient un jeu qui coûtait 90$, 100$ ou quelque chose comme ça. C'était vraiment cher, là, les cartouches de jeu à l'époque, là. C'est fou quand je repense.
Fait qu'on avait un jeu à Noël, un jeu à notre anniversaire. Bon, mon frère en avait un en février, moi j'en avais un en juin. Bon, tu sais, ça fait 2 jeux, c'est correct, là, mais tu sais, les mois étaient longs après ça. Là. Il n'y avait pas de jeu qui débarquait, tu sais, de même pour le fun, là, mettons. Là. C'était bien trop cher. Fait que les jeux qu'on a eus à travers les années, ça a été Dick Tracy. Un jeu de détective adapté du film Dick Tracy qu'on avait vu avec mon cousin, je pense. Puis on avait bien aimé ça. On avait les bonhommes, là, on avait les figurines d'action, là, Dick Tracy. On jouait à Dick Tracy, genre. Après ça, on avait eu les Tortues Ninja TMNT, donc Teenage Mutant Ninja Turtles, le 1. Pas les jeux d'arcade excitants qui se jouent à 2 en même temps, puis là, tu tapes tout le monde. Non, non, le jeu d'action-aventure pas faisable, là, avec les algues dans le niveau 2 quand t'es dans l'eau. Là. Ouais, ça, c'était un des jeux qu'on avait. Quand on trouvait ça trop dur et qu'on était tanné, on jouait à Dick Tracy. Fait que là, t'essaies de pivoter la voiture, tu reçois des balles, tu meurs. Fait que, tu sais, vraiment, là, on était misérables, là, tu sais. Puis le jeu qu'on a le plus joué, je pense, vite de même, ça serait la cassette 76 jeux en un. 76 in one. Il y avait plein de cassettes comme ça. 50 jeux en un, 180 jeux en un, 250 jeux en un. Puis toutes ces cassettes-là, c'était pareil, c'était en fait des collections de jeux plus, je vais dire primitifs avec des gros guillemets, là, les historiens font pas ça d'habitude, dire des trucs comme ça, mais en tout cas, les jeux qui prédataient Super Mario Bros. Tu sais, des jeux qui sont des adaptations de jeux d'arcade, l'écran fixe, vraiment basic, là, quasiment plus proche du Atari que de la NES. Là. Donc, je sais pas, Joust, Burger Time, tous ces jeux-là, on les avait sur la 76 jeux. Fait qu'évidemment, la variété était incroyable, là, 76 jeux. Puis pour vrai, c'était... Bon, souvent, les cassettes qui disaient 250 jeux, en fait, il y avait comme 6 versions différentes du même jeu qui faisaient juste commencer au 2e niveau, au 3e niveau, remplacer le bonhomme par un autre bonhomme, des variations vraiment de surface. Mais là, la 76 jeux qu'on avait, c'était vraiment 76 jeux. Là. Je pense qu'il y avait comme 1 ou 2 là, jeux qui se répétaient, là, mais il y avait vraiment beaucoup de jeux. Là. Fait qu'on a joué à Circus Charlie, toutes sortes de jeux avec ça. Puis ça doit être une des cartouches qu'on a le plus joué parce que les autres jeux qu'on avait n'étaient pas faisables. Fait qu'au niveau des jeux NES, c'était pas mal ça, c'était la période. Là. On était abonné à Nintendo Power, on voyait qu'il y avait des nouveautés qui s'en venaient, on les louait au club vidéo, on en parlait avec nos amis. Puis beaucoup des grands classiques de la NES, là, je les ai connus avec des locations. J'avais pas d'amis qui les avaient, donc voilà. Par exemple, Mega Man, Castlevania, tous ces jeux-là, c'était des locations qu'on a faites quelques fois. T'sais. Puis là, ben, des fois, on avait un ami qui avait un jeu, fait que là, on faisait un échange. On lui prêtait notre jeu, il nous prêtait le sien pendant quelques semaines, puis tout ça. Fait que ça, c'était quand même bien. Fait que là, j'avance dans mon histoire avec l'adolescence. Donc là, à l'adolescence, ce qui se passe, c'est que je découvre le jeu de rôle. Moi, j'ai joué à Donjons Dragons pour la première fois, j'avais 10 ans. C'était jeune quand même, là. Peut-être 11, là, vite de même, je sais de me rappeler. J'étais encore à l'école primaire, plus vers la fin de l'école primaire, mais quand même. Ça, c'était la première fois que j'ai joué à Donjons et Dragons, c'était la 2e édition, fait que là, on était en groupe, tout ça. Ça, j'ai joué beaucoup à Donjons et Dragons pendant mon adolescence, et ça a correspondu avec le passage à la Super Nintendo. La Super Nintendo est arrivée vers la fin de mon école primaire. C'était mon cadeau pour lequel j'avais demandé cotisation de tout l'argent des membres de ma famille et tout. Puis j'avais pu me la payer pour mon anniversaire. Je devais être en 5e année à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Donc mon anniversaire de 5e année, ou peut-être 4e. Je me souviens pas. Fait que ça a été la Super Nintendo avec Super Mario World. Et éventuellement, on s'est mis à acheter des jeux de Super Nintendo, les demander en cadeau à Noël, puis quand c'était nos anniversaires, puis les recevoir. Fait que là, pour la Super NES, on en a accumulé plus, là, parce que bon, on a commencé à être plus vieux, fait que tu sais, l'inflation, je pense que les parents donnent plus d'argent de poche, bon. Donc, on a réussi à avoir 12 ou 13 cassettes, je pense, à la fin de mon adolescence, là. Quelque chose comme ça. Donc là, sur la Super Nintendo, ça, c'était les années Super Mario World, Mega Man X, Final Fantasy 2, qui est un des jeux qu'on a demandé assez vite. Ça, c'est intéressant d'ailleurs. On avait loué Dragon Warrior sur la NES, on avait loué Final Fantasy 1 sur la NES. On comprenait pas comment ça marchait. Tu sais, on était capable de lire les mots parce qu'on était rendu bilingue, déjà au primaire, vers la fin du primaire, mais on comprenait pas le système, là, comment ça marchait puis tout. Fait que là, tranquillement, mon adolescence, ça s'est fait en Donjons Dragons, puis en même temps, les jeux de rôle sur la Super NES, qui ont commencé à prendre de plus en plus de place. Soul Blazer, ça, c'est un jeu qu'on a eu vraiment tôt dans la Super NES, puis qui est resté actif dans notre console longtemps. Wanderers from East 3, aussi un jeu difficile à aimer, je dirais. Pas facile d'approche, mais on l'a vraiment aimé. Puis c'est resté un classique pour moi puis mon frère.
Après ça, on en a eu d'autres au fil du temps. Là. Évidemment, Zelda Link to the Past, ça a été peut-être le grand classique là, qui est resté dans notre console, qui restait actif. Là, à ce moment-là, on joue beaucoup à des jeux de rôle, on joue beaucoup à Donjons Dragons pour vrai. Et aussi, mon père fait l'investissement d'acheter un ordinateur. Ça a été quand même un moment important dans notre vie. J'étais encore au primaire quand on a eu un ordinateur. Je devais être en 6e année, c'est peut-être 5e. J'arrive pas à me rappeler. Peut-être plus 6e. En tout cas, il a acheté un ordinateur, un 486, 33 MHz. Ça, c'était quand même un ordinateur, un bon ordinateur. Fait que là, ça a été la découverte du DOS, taper les commandes. Et on a trouvé des jeux, on a réussi à les avoir en échange. On a trouvé des gens qui avaient des ordinateurs, on s'est échangé des disquettes sur lesquelles on se gravait. Bon, pas on se gravait, on écrivait des jeux. Et puis, on se les échangeait comme ça. Donc là, il y a quelques jeux qui sont arrivés. Je me souviens surtout du moment où on a eu Doom. Ça, c'était comme next level. Mais avant Doom, il y avait Wolfenstein 3D. Ça, c'était comme vraiment spectaculaire. Fait que je me souviens d'avoir joué à Wolfenstein 3D aussi chez mon cousin, qui avait un ordinateur, un 386. Fait que un petit peu moins performant, mais ça marchait quand même là, pour des jeux comme ça. Puis on avait joué au Commander Keen, on avait joué à toutes sortes d'autres jeux. Là. Stunts, ça c'était un jeu vraiment bien, c'était un jeu de voiture de course, puis tu pouvais bâtir ta propre piste de course. Ça là, je trouvais ça génial. Puis ça me rappelait le plaisir que j'avais eu sur la NES à jouer à Excite Bike. Excite Bike était sur la 76 jeux. Donc, Excite Bike, bon, tu roules en moto, tu avances en ligne droite, mais tu avais un constructeur de pistes où est-ce que tu pouvais mettre des segments, des obstacles, puis des trucs comme ça. Je trouvais ça fou. Puis je me souviens d'avoir fait des pistes dans Excite Bike et d'avoir aimé ça. Fait que là, dans Wolfenstein 3D, il y avait un éditeur de niveau qu'on pouvait utiliser, un programme qui venait avec le jeu, puis on pouvait construire nos propres cartes de jeu, nos propres environnements. Puis là, je me souviens d'être rentré là-dedans, puis d'avoir construit des niveaux de jeu, puis d'avoir même altéré les graphismes des personnages, pour ajouter une moustache à un personnage, par exemple. Fait que là, voir les sprites 2D, puis remplir les pixels avec les outils très primitifs là, qu'il y avait à cette époque-là. Là. Les ordinateurs avec des gros tubes cathodiques dégueulasses, là, en beige, jaunis par le temps, déjà. Puis là, il y avait des outils. Là, je tripais. Là. Quand j'étais au secondaire, j'ai même commencé à programmer un jeu parce que mon frère avait un ami qui était plus dans l'informatique. Mon frère était un petit peu plus vieux. Il était 1 an plus vieux. Fait que lui, il y a eu 1, 2, 3 amis qui étaient plus dans le monde de l'informatique. Fait que là, des fois, ils venaient chez nous. Ben, moi, je les voyais. Là, c'était pas mes amis à moi, mais je les voyais quand même. Puis, à un moment donné, je pense qu'il y a un des amis qui était venu puis qui avait amené le programme QBasic. QBasic pour Quick Basic, je pense, qui était une adaptation, une version de Basic, le langage de programmation. Puis je pense que lui, il y avait un jeu où il y avait un programme en exemple, je me souviens pas des détails. Fait que là, lui, il avait amené ça, fait que là, mon frère avait regardé ça, puis là, il m'en avait parlé, puis là, j'avais regardé, puis là, je me souviens d'avoir taponné dans Basic. Puis à un point tel où j'ai fini par faire une espèce de jeu, entre guillemets, d'aventure textuelle. Donc, c'était vraiment des descriptions écrites, puis là, tu pesais sur A pour faire telle action ou B pour faire telle action. Puis là, ben hop, l'histoire continuait. T'sais. Puis là, j'avais programmé quelques trucs, là, un système de random pour des dommages en combat, puis tout. Puis ce que j'avais mis en scène, c'était genre une partie d'un jeu de cartes de Star Wars auquel on jouait quand on était adolescent. Ça, c'était plus genre rendu secondaire 3, peut-être, 4-ish, j'essaie de me rappeler. Puis là, rendu à ce moment-là, on est rentré dans le monde des jeux de cartes. Alors, quand moi j'étais en secondaire 1, je me souviens qu'il y avait des gens qui jouaient à Magic, à la cafétéria de l'école secondaire. Moi, j'ai pas joué à Magic, mais j'ai des amis qui ont joué à Magic, tu sais, vaguement. Là. Je savais c'était quoi, je savais comment ça marchait. Bon, j'avais un ami qui jouait, qui m'avait prêté un roman de Magic que j'avais lu. Bon, c'était correct. Mais c'est ça, je n'étais pas rentré dans Magic, mais on était rentré collectivement dans le jeu de cartes de Star Wars. On était assez fans de Star Wars, là, vraiment, vraiment fans de Star Wars, en fait. Puis là, on avait joué au jeu de cartes de Star Wars, fait qu'on faisait des soirées de jeux de cartes dans le local qui était l'atelier de peinture de ma mère, qui servait pas 7 jours sur 7 à donner des cours de peinture. Donc, c'était une grande salle en rectangle avec des tables au milieu, tu sais, fait que c'était parfait là, pour jouer aux cartes. Tu sais, fait qu'on faisait plusieurs games en même temps. On devait être
6, 8, tu sais, à la fois, là, puis hop, voilà, on faisait des parties de Star Wars et tout. Puis donc, dans mon jeu d'aventure graphique, d'aventure textuelle plutôt, j'avais fait une genre de version parodique d'un événement qui s'était passé dans une partie de jeu de cartes avec mon ami Pascal, que je salue d'ailleurs s'il écoute. Puis là, bon, c'était un jeu comme pour se moquer de lui, tu sais, c'était très ado, comment je dirais, premier degré malsain, là, tu sais, genre... puis bon, mais en même temps, tu sais, on l'aime Pascal, là, puis il reste mon ami encore aujourd'hui, là, mais on savait pas trop comment dire ça, ces affaires-là, je pense, à l'époque dans le milieu où est-ce qu'on était. Fait que ça, le PC, ça a beaucoup été une plateforme qui m'a ouvert à la création. Tu sais, je le réalise aujourd'hui, là. Sur les jeux sur console, il y avait assez peu de possibilités de faire des modifications, des éditeurs de niveau, des affaires comme ça. Les quelques-uns que j'ai trouvés, par contre, j'ai toujours vraiment aimé ça, puis je me suis toujours investi là-dedans. Fait que pour les jeux PC, il y en avait plus de possibilités de faire nos propres cartes ou des éditeurs de niveau, des choses comme ça. J'ai toujours aimé ça. Dans Stunts, le jeu de course, j'ai fait des pistes, vraiment, là. Mon frère, mon cousin, on faisait ça. Et aussi, l'ordinateur m'a amené les babillards électroniques, les BBS, où est-ce qu'on utilisait un modem dans l'ordinateur pour se brancher par la ligne téléphonique à un ordinateur à distance. Puis là, on visitait le babillard électronique, puis on écrivait des messages, on lisait les messages des autres. Fait que là, on avait des contacts avec des usagers. Puis c'était vraiment dans l'indicatif régional aussi, les babillards électroniques. T'sais. Nous, on était dans le 418 à Québec. Fait qu'on allait sur un babillard, mettons Moon BBS. Puis là, sur Moon BBS, ben, il y avait des jeux qu'on pouvait jouer, puis il y avait des fichiers. Donc, on pouvait télécharger des fichiers. Puis, dans ces fichiers-là, il y avait toutes sortes d'affaires. Mon frère avait écrit un guide de solutions pour King's Quest 6, puis il l'avait uploadé, puis tout. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre de pratique-là qui était tellement cool, tellement le fun. Tu vas télécharger des jeux pour les essayer, des shareware, des démos. Fait que c'était vraiment super intéressant, les babillards électroniques. J'ai aussi commencé à utiliser le traitement de texte. Avec TextEdit, je pense, qui était un programme sur DOS pour écrire du texte. Puis là, on se servait de l'ordinateur pour écrire des systèmes de jeux. Tu sais, on inventait des jeux. Moi, je me souviens d'avoir inventé un système de jeu qui mélangeait des jeux vidéo sur lesquels je tripais. Là, c'était les RPG, c'était l'époque 16 bits, Super NES. Fait que là, je vivais les récits des jeux vidéo, puis là, je trouvais ça inspirant. Puis c'est à ce moment-là, assez jeune, là, où est-ce que les gens me demandaient ce que je voulais faire dans la vie, que je leur disais, moi, dans la vie, je vais être scénariste de jeux vidéo. Puis, je te fais même pas comprendre ce que ça voulait dire. Tu sais, je veux dire, j'étais tellement jeune, j'étais tellement naïf. Mais je me disais, écoute, les jeux racontent des histoires, puis je les trouve super, les histoires. Il y a bien quelqu'un qui les écrit, ces histoires-là. Moi, je veux faire ça. Je vais être le gars qui écrit les histoires dans les jeux vidéo. Puis les gens disaient, ah ouais, ok, c'est quoi ça? Fait que ça a vraiment vite là, dans ma vie. Le jeu vidéo a été super important, puis c'est devenu une passion, Puis pour moi, c'était, je veux faire des jeux vidéo. C'était un champ créatif dans lequel, tu sais, je me sentais à ma place parce que j'étais très nerd, j'étais très geek, j'étais grand lecteur. Mais tu sais, je sais pas, je venais pas d'un milieu littéraire, mettons, tu sais, où est-ce que, tu sais, genre les grands romans, les grands auteurs, ces affaires-là, tu sais, je connaissais pas ça. Fait que j'avais la culture populaire qu'il y avait autour de moi, c'était ça. Tu sais, la bande dessinée, c'était super, tu sais, puis je veux dire, j'ai un vocabulaire quand même bon aujourd'hui, là, en grande partie parce que j'ai lu tellement de bandes dessinées que, tu sais, je peux faire du subjonctif, là, ça va. Mais bon, je le fais pas, là, mais pour d'autres raisons. Puis assez vite aussi, j'ai trouvé que le monde était hostile à ça. Au-delà du cercle de gens que tu connais, il y avait plein de gens que je trouvais mesquins, basic, méchant, anti-intellectuel, tu sais, je dirais ça comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais pas le vocabulaire pour le formaliser comme ça, mais tu sais, je me souviens de faire exprès pour parler d'une certaine façon, pour pas avoir l'air trop prétentieux, trop intelligent, trop propre, trop ci, trop ça. Tu sais, au quotidien, là, quand tu te dis genre... OK, j'ai un mot en tête, mais tu sais, c'est un mot trop compliqué, je vais avoir l'air fou si je le dis, fait que je vais dire autre chose à la place. C'est comme... je repense maintenant, c'est comme noir comme période, tu sais. C'est fou. Alors que, bon, j'étais heureux, là, tu sais, je veux dire,
mes parents, ma famille, mes amis, c'était super. On vivait plein d'affaires extraordinaires. Puis là, des fois, hop, tu sortais un peu du chemin que tu prenais d'habitude, là, tu sais, pour aller chez ton ami ou peu importe. Là, puis là, tu tombais sur un gars baseline. On va le dire comme ça. Là. Puis là, c'était comme, oh, yo, je sais pas quoi. Là. Puis là, j'étais comme, oh, c'est décourageant. Puis c'est comme, OK, on fait attention. Là, t'sais. Fait que oui, on était ultra geek, ultra nerd à une époque où il y avait rien de populaire là-dedans. Là. Fait que, bon, tu sais, il y avait ça. Il y avait ça. Mais le jeu vidéo, rapidement, c'était quelque chose qui m'intéressait parce que je pouvais être 100% geek, puis nerd, puis informatique. Puis en même temps, je pouvais créer des mondes, créer des histoires. Tu sais, il y avait comme pas de limite. Puis c'est quelque chose que je pouvais faire tout seul aussi. Ça m'a toujours vraiment, vraiment attiré. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai pensé à la scénarisation de jeux vidéo, au sens où écrire, être un écrivain de jeux vidéo. Tu sais. Moi, je pense que c'est un peu ce que j'avais en tête, puis c'est pour ça que je faisais des jeux textuels, tu sais, puis que j'écrivais ça, tu sais. J'avais des super bonnes notes en français, j'écrivais très bien, mes profs le disaient, tu sais, puis soulignaient des trucs. Puis bon, je me souviens même que j'avais eu 100% dans ma composition écrite du ministère de l'Éducation secondaire 5, genre en français. Tu sais, il y avait comme l'épreuve du ministère là, qui était une écriture, puis j'avais eu 100%. Puis là, sur le bulletin, c'était écrit genre CT ou je sais plus quoi, là, un acronyme de 2 lettres au lieu d'avoir le chiffre, parce qu'ils avaient pas 3 caractères pour écrire le chiffre 100. Fait que c'était genre CT, puis là, t'avais en dessous astérisque. CT indique une note parfaite, entre parenthèses 100%, ou quelque chose comme ça. T'sais. Fait que moi, je me sentais vraiment à ma place. Mais évidemment, le jeu vidéo, c'est devenu autre chose entre-temps. Ce n'était plus des projets d'artisans, des petits jeux faits par des équipes de quelques personnes. Rapidement, les choses se sont mises à changer, mais je l'ignorais encore à l'époque. Tout ça pour dire que le jeu vidéo, ça m'a vraiment séduit. Puis moi, je me voyais faire des jeux. Je me voyais faire des jeux. Fait qu'écoutez, c'est ça pour la première portion de mon histoire orale du jeu vidéo. C'est quand même la période la plus longue à résumer, là. Pour réitérer l'occasion dans laquelle je me confie de la sorte, c'est le projet de recherche L'histoire du jeu vidéo au Québec, lancé aujourd'hui, jeudi le 30 avril, par le laboratoire Ludov, projet dans lequel je suis co-chercheur. Et donc, nous sommes en mission pour récolter l'histoire des gens qui ont découvert le jeu vidéo, qui ont joué à des jeux vidéo, qui ont fait le commerce, l'échange, la distribution, qui ont organisé des tournois, qui ont tenu un cybercafé dans lequel il y avait du jeu vidéo, peu importe. On veut toutes les histoires de tout le monde dans toutes les régions du Québec et c'est dans cette optique que je raconte mon propre parcours de vie pour illustrer un petit peu de quoi ça a l'air, les témoignages de gens qui ont connu le jeu vidéo puis qu'est-ce qui nous intéresse. Donc voilà, je poursuis mon récit là où je l'avais laissé dans la première heure, à savoir vers la fin de mon adolescence. En rétrospective. Alors, je reviens un peu sur la fin de mon adolescence. On avait eu la NES, on avait eu la Super NES. J'ai des amis qui avaient eu la Sega Genesis. Parfois, j'avais emprunté. Mon ami Jonathan avait eu la Sega Genesis. On avait fait un échange une fois. J'avais eu sa Sega Genesis. Mais c'est pas une console que j'ai connue beaucoup. Ensuite, on a eu la Nintendo 64. On était fidèles. On était brandé Nintendo, embrigadé un peu dans la guerre des consoles. Et puis, par la suite, on a eu la PlayStation. Ça a suivi assez rapidement la Nintendo 64 parce que la Nintendo 64, finalement, les jeux étaient pas tant au rendez-vous. Énormément de gros jeux sortaient sur PlayStation. J'avais un ami qui avait une PlayStation, Carl, et puis donc on voyait un petit peu comment ça marchait, puis tout ça. Puis là, waouh, ça avait donné le goût, voir des jeux comme Final Fantasy VII, notamment. Nous, on était des fans de Final Fantasy sur Super Nintendo. Donc, quand ils ont fait le switch vers la PlayStation, c'était quand même majeur là, comme coup. Fait que on s'est mis un peu là-dessus. Puis il y avait aussi le fait que la PlayStation, il y avait la possibilité de faire modder sa console en ajoutant une puce qui permettait de lire des jeux gravés. Fait que là c'était comme la porte du piratage qui était grande ouverte. Les cartouches étaient impossibles à pirater. Le piratage, ça se pratiquait massivement sur les ordinateurs. Donc les jeux d'ordinateur, ça a été assez gros. On en a eu plein de jeux d'ordinateur pendant mon adolescence. C'était facile, tout le monde se copiait des disquettes. C'était hyper répandu. Puis la PlayStation, c'était tellement répandu qu'il y avait même des annonces dans le journal, dans les petites annonces. Il y avait des gens qui disaient « Je vais modder votre PlayStation pour 35$. » là, quelque chose comme ça. T'sais. Fait que tu lui donnais ta PlayStation, puis 30 minutes plus tard ou 45 minutes plus tard, hop, t'avais ta puce dedans qui te permettait de jouer à des jeux gravés. Fait qu'on avait énormément de CD-ROM, de PlayStation, puis des jeux auxquels on a à peine joué finalement, parce que c'est ça aussi le paradoxe. Quand tu as accès à tout, ben finalement, tout a beaucoup moins de valeur, fait que tu joues à très peu de choses.
Fait que ça a été les grosses consoles qu'on a eues. Mais à travers mon adolescence, là, vraiment, le PC a pris beaucoup de place. C'est là que j'ai découvert Dune 2, Dune 1 aussi, un excellent jeu d'aventure hybride, stratégie en même temps. Donc, vraiment des jeux fondamentaux pour moi. La série Might and Magic, moi je l'ai connu avec Might and Magic 4. Je pense que Might and Magic 3 est vraiment majeur là, dans l'histoire du jeu de rôle sur ordinateur. Mais bon, moi je suis arrivé plutôt dans le 4 et dans le 5. Master of Magic, Civilization, SimCity, SimCity 2000 éventuellement. Tous ces jeux de gestion-là, moi j'ai toujours aimé ça, les jeux où tu gères une ville ou un empire ou une civilisation. Il y a quelque chose que j'aime vraiment beaucoup là-dedans. Et évidemment, toutes les vagues de first-person shooter qui sont arrivées, on a joué à ça. Les jeux d'aventure graphique, les point and click, Phantasmagoria, ça avait été énorme, super important. Mon frère était super gros tripeur de ça. Phantasmagoria, jeu d'horreur en prise de vue réelle avec des comédiens filmés et tout, puis vraiment ben du gore. Donc, il était pas mal dans l'horreur, moi moins, mais ça, c'était pas mal son trip. Alone in the Dark sur PC, l'ancêtre de Resident Evil, Warcraft 2. Puis là, dans Warcraft 2, j'ai retrouvé un éditeur de niveau vraiment conséquent. Puis là, j'ai fait des campagnes de plusieurs scénarios qui suivaient, en faisant des cartes, en programmant des triggers, en changeant les propriétés des unités, en leur donnant des noms et tout ça. Là, j'avais des éditeurs de scénarios, là. Puis là, je me suis vraiment donné à fond là-dessus. Puis pour moi, ça a culminé ça, ce goût-là pour la création avec RPG Maker 97 sur PlayStation. J'ai fait un RPG sur PlayStation à la manette. Quand j'y repense, c'est tellement débile. J'ai passé tellement d'heures à faire un RPG sur PlayStation à la manette en choisissant, RPG Maker, c'est tu sélectionnes tes sprites préfets, tu sélectionnes tes environnements, tu programmes pas, en fait, tu sélectionnes ta programmation de trigger dans des menus et tout ça, tu sais. Mais c'était tellement inefficace. Puis mon jeu devait prendre 14 blocs sur une carte mémoire de 15 blocs, là. J'avais une carte mémoire entière dédiée à ça. Puis une fois que tu l'as fait, ton jeu, tu sais, cool, t'as fait un jeu, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas prêter ta carte mémoire à ton ami avec ta copie de RPG Maker 97 pour qu'il joue chez lui, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense que je m'étais enregistré sur cassette VHS pendant que je jouais le jeu pour comme garder une archive du jeu. C'est fou quand je repense parce que c'est exactement ce qu'on dit sur l'archivage puis la conservation des jeux vidéo. On dit que tous les jeux vont disparaître. Toutes les cassettes vont vivre le bit rot. Toutes les CD-ROM vont se dégrader. Tous les jeux vont se perdre. Ce qu'il faut conserver, c'est pas juste les objets physiques, mais c'est des archives de comment les gens ont joué. Fait que les vidéos YouTube des Let's Play aujourd'hui sont le futur de l'archivage des jeux vidéo. Crime, j'en ai enregistré un sur une cassette VHS. Je sais pas si j'ai encore la cassette quelque part dans mes archives. Faudrait que je regarde ça. Bref, ça a été la fin de mon secondaire. Entre le PC, les consoles, et puis je suis allé au cégep. Fait que là, quand c'est le temps d'aller au cégep, moi je suis allé en littérature parce que je voulais être scénariste de jeux vidéo. C'est encore mon plan A. Et puis, j'ai étudié en littérature au cégep. Ensuite, je me suis dirigé à l'université. Puis là, pour ça, il fallait que je déménage. J'aurais pu rester à Québec et tout, mais j'avais envie. J'avais envie de partir. J'avais envie d'aller vivre ma vie d'étudiant universitaire ailleurs. Puis, il y avait surtout des programmes qui m'intéressaient, qui étaient à l'UQAM, certificat en scénarisation cinématographique. 1 an, short and sweet, t'apprends à écrire des scénarios. Parfait. Ensuite, certificat en création littéraire à l'UQAM. Parfait. Pas un bac en littérature au complet, tu sais, ça va, je suis capable d'analyser des romans, mais c'est pas ça que je veux écrire. Puis l'écriture pour le jeu vidéo, c'est du scénario, mais c'est en même temps de l'écriture littéraire. Tu sais, moi, je l'avais vu, j'avais vu ces jeux-là plus littéraires, les jeux d'aventure graphique, les jeux d'aventure textuelle, les jeux plus introspectifs, il n'y en avait pas des tonnes encore, on n'était pas dans le jeu indépendant moderne comme on l'est aujourd'hui, là. Mais déjà, je me disais, avec ça, je suis bon, tu sais. Fait que j'ai fait le 2/3 de mon bac à l'UQAM. Donc, déménagé à Montréal. Alors là, j'avais un coloc la première année, Anthony. Salut si tu m'écoutes, Anthony. Super cool. Anthony avait amené sa Nintendo 64 ou moi j'avais amené la Nintendo 64. Je me rappelle pas, mais en tout cas, on avait une Nintendo 64 dans notre appart, dans notre résidence à l'UQAM. Puis on avait nos cartouches, tu sais, GoldenEye. Puis lui, il avait Conker's Bad Fur Day. Wow, quel jeu incroyable.
Fait qu'on jouait, on discutait évidemment, on regardait des films, on faisait plein d'affaires, mais on jouait quand même régulièrement dans des jeux vidéo. Fait que ça, c'était cool. Puis moi, j'étais dans un programme en cinéma. Fait que, tu sais, moi, je disais aux gens, ouais, ben moi, j'étudie pour être scénariste de jeux vidéo. Puis les gens étaient comme, OK, bon, tu sais. Je me souviens que j'avais même demandé à un prof, à un chargé de cours en cinéma, si dans son cours, je pouvais faire une analyse du scénario d'un jeu vidéo à la place d'un film. Il était comme, ben, OK, mais tu sais, c'est un cours de cinéma ici, là. Fait que là, je disais, ouais, tu sais, je comprends, mais c'est juste, tu sais. Puis il avait dit oui, fait que ça, j'avais trouvé ça vraiment cool. Donc, j'avais fait une analyse du scénario de Soul Blazer, le jeu de Super NES, dans lequel, bon, j'avais fait, j'imagine, toutes sortes d'arguments plus ou moins bien faits, là, parce que j'étais étudiant de bac de première année. Mais ça, c'était comme vraiment cool quand je repense, là. Merci d'avoir accepté ça, Eric, si tu es à l'écoute. Et puis, donc je fais ça. Je fais scénarisation cinématographique, ça se passe bien. Ensuite, je m'en vais en création littéraire. Puis là, en littérature, là, j'étais vraiment outsider, là, parce que, tu sais, en création littéraire, il y avait toutes sortes de monde, là, mais des gens qui trouvaient ces jeux vidéo, bof, tu sais, un peu, mais pas tant. Fait que bon, tu sais, je me suis fait la main à toutes sortes d'exercices littéraires et tout ça. Et pendant que je fais mon certificat en création littéraire, je tombe sur MIRC. MIRC, c'était comme un chat room à l'époque. Chat uniquement textuel. Puis, je tombe sur un gars qui poste dans un canal. Je me souviens même plus sur quel canal j'étais. Il poste une annonce du genre « Nous sommes une équipe qui travaillons sur un jeu vidéo. Si vous avez de l'expérience ou vous désirez en acquérir, écrivez-nous. » Je sais pas quoi, tu sais, on recrute ou quelque chose de même, tu sais. Fait que j'envoie un message, tu sais, en disant « Ah, une équipe de jeux vidéo, OK, cool, tu sais. » Et il m'envoie ça et dit « Écoute, on est une compagnie, on est un développeur, on a une trentaine de gens dans l'équipe, on a des gens en France, des gens au Québec. Tu sais, si tu veux, on fait une réunion d'information et de suivi à l'ETS, hein, l'École de technologie supérieure de l'UQAM. Ça avait l'air vachement legit, là. Tu sais, c'était pas genre, moi puis mes deux amis, on veut faire un jeu, tu sais. Puis moi, j'étais comme ouvert à ça, en fait. Au départ, quand j'ai écrit, j'ai dit, OK, vous faites un jeu cool, tu sais. Whatever, je veux juste avoir de l'expérience, j'ai des choses à contribuer, je suis un scénariste, tu sais, j'ai étudié la scénarisation, je suis en création littéraire, mais regarde, j'ai quelque chose à offrir, tu sais. Fait que là, finalement, c'est un gros truc, là. Puis là, j'arrive là, puis c'est comme, OK, tu sais, bon. Fait que le truc, cette compagnie-là qui a existé, qui s'appelait Evolution, comme Evil Illusion en un seul mot, Evolution, genre. En tout cas, ils travaillaient sur un jeu, fait que là, ils présentaient leurs affaires, puis tout. Là, je donnerai pas full d'infos parce que j'ai aucune idée s'il n'y a pas des projets de revival, là, de Kickstarter, de relancer des projets, mais en tout cas, j'arrive là, puis tu sais, il y a toute une équipe. Il y a une équipe de scénario, il y a une équipe d'art, modélisation 3D, il y a une équipe de programmation, puis les gens travaillent là-dessus, puis tout. Fait que je m'intègre dans cette compagnie-là, puis c'est une compagnie qui est un développeur indépendant qui vient de commencer. Alors là, il faut comprendre qu'à l'époque, développeur indépendant, ça existe, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que tu essaies de pitcher ton projet à un éditeur qui va financer la production pour que ton jeu soit distribué dans les magasins. C'est physique, parce que la distribution numérique, c'est rien, là, c'est anecdotique. On est en 2002. Fait que on fait le long game, comme on dit, c'est-à-dire qu'on travaille sur un jeu, puis la rémunération, ce sont des actions dans la compagnie. L'optique étant, regarde, si on est capable de faire un super bon démo, puis de faire un bon pitch, puis de trouver un publisher, ben le publisher va avancer l'argent pour payer nos salaires, pour faire le jeu à temps plein pendant 18 mois, 24 mois, 12 mois, tu sais, je me souviens plus c'était quoi le scope, là, mais en tout cas. Puis lancer le jeu, puis après ça, la compagnie va avoir un jeu publié, puis l'éditeur va se reprendre évidemment son investissement, mais bon, on pense que si on fait un bon jeu, regarde, on va avoir des finances, puis on va être structuré, puis on va pouvoir faire un autre projet après, puis tout. Fait que c'était vraiment, là, upstart, un peu naïf sans doute, mais en même temps, il y avait beaucoup de compagnies qui avaient commencé de façon très naïve aussi à l'époque, fait que, tu sais, ça valait la peine de rouler le dé. En tout cas, moi, je voyais ça comme une chance de développer mon portfolio, me faire des contacts, travailler sur le projet en plus. Puis, bon, le projet change en cours de route, on a, bon, toutes sortes d'affaires. Puis, je me suis retrouvé à être le directeur de la scénarisation, finalement, sur un reboot, parce que le projet, bon, il était déjà avancé, il était déjà en cours, il y a eu des gros changements créatifs, des réunions vraiment importantes. Puis, ben, on est allé à Los Angeles, au E3, en 2003. Puis là, on a vu, tu sais, les kiosques incroyables, là, des grosses compagnies, des gros studios. Nous, on avait été intégrés dans un kiosque de Téléfilm Canada qui avait réservé un espace très business
dans lequel ils avaient invité 10 studios, je pense, puis qui partageaient cet espace-là. Donc, nous, c'était ça un peu notre ticket d'entrée, si je peux dire. Puis, fait que oui, on était là au E3, on a rencontré des publishers. Pas moi personnellement, moi, j'étais pas dans l'équipe là, de négociation, si je peux dire. Là. Mais il y avait quand même des choses vraiment intéressantes là, qu'on voyait. On était dans le monde du jeu vidéo, la nouveauté, les nouveaux titres et tout ça. Puis il y a eu des discussions assez sérieuses, mais finalement, aucun éditeur était prêt à financer le projet. Puis là, il y a une cascade de situations un peu problématiques dans lesquelles je rentrerai pas parce que c'est comme de l'histoire corporative là, rendu là. Mais bref, le projet a dû être mis sur la glace, avorté. La compagnie a dû continuer à exister, j'imagine, auprès du registraire des entreprises puis tout ça. Là. J'avoue que je connais pas les détails, là, mais... Donc, ça a été la fin du projet. D'ailleurs, il y a des pages là, qui donnent l'information sur le jeu. Là. Ça s'appelait Eon of Tears, The Bible Code. Le code de la Bible. Ouais, gros projet. J'en parlerai peut-être. Là. Si vous avez des questions, je pourrais répondre à vos questions. Dans les limites, disons, considérant que c'est pas mon jeu, c'est pas ma compagnie, ça appartient à d'autres mondes, puis bon, tout ça. Mais bref, ça a été mon expérience dans le jeu vidéo. Puis pendant que je faisais ça, je poursuivais mon certificat en création littéraire de façon très peu assidue, je dois dire. Tout en occupant un emploi alimentaire pour payer le loyer. Mes parents m'ont supporté financièrement à travers mes études. Puis ça, je dois être vraiment reconnaissant envers mes parents qui me regardaient aller, puis j'en reviens pas, qui m'aient pas posé plus de questions que ça, tu sais. C'est comme moi, je m'en vais étudier en littérature, c'est comme, OK. Puis je voyais que, tu sais, pas sûr, étudier en littérature, ce que ça va donner, tu sais. Mais ils respectaient ça, puis wow, tu sais, merci, papa, maman, sérieusement, d'avoir dit, moi, je vais être scénariste de jeux vidéo. OK. Tu t'en vas étudier en littérature. OK. c'est pas facile, là. C'était pas destiné à la gloire. Pendant que je suis aux études, d'ailleurs, pendant que je suis en scénarisation cinématographique, j'apprends qu'il existe l'école NAD. Le centre NAD, le Centre national de l'art et du design. C'est comme, waouh, je peux m'inscrire là, OK, puis c'est une école de jeux vidéo. Fait que, je pourrais étudier en jeux vidéo. Ben, je pourrais être artiste. Ben, je ne veux pas vraiment être artiste, je ne sais pas vraiment dessiner, mais regarde, c'est peut-être une façon de rentrer dans l'industrie et de me placer après. Je regardais un peu les coûts, hein, c'était une école privée, fait que, oh boy, OK, c'était 15 000 je pense, là. Fait que j'étais comme, ben non, ça existe pas, ça, 15 000 pour étudier. C'était comme tellement wacko dans ma tête. Je comprenais pas ça. Fait que non, il n'y aura pas de centre NAD. Stick to the plan. On va faire certificat en création littéraire après. Puis là, ben, ça me prenait un 3e certificat pour finir mon bac. Puis là, j'avais une croisée des chemins. J'aurais pu faire le certificat en création numérique, je pense que ça s'appelait, qui se donnait à Rouyn-Noranda pour ma 3e année. Puis ça me tentait pas tellement. C'était quand même difficile d'avoir l'emploi alimentaire pour... même si mes parents me supportaient, tu sais, je veux dire, ils étaient capables de payer mon loyer pendant que j'étudiais. Moi, il fallait que je travaille l'été pour me mettre de l'argent de côté pour les frais de scolarité, pour avoir de la subsistance, puis tout ça. Tu sais, bon, honnêtement, j'ai été vraiment chanceux d'avoir leur appui, mais bon, il fallait travailler en même temps et tout. Fait que là, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais finalement? Est-ce que je m'en vais en Abitibi? Je connais personne. Puis je m'en vais là juste pour un an en plus. Fait que, tu sais, je vais pas comme me faire plein d'amis à la première session, puis suivre une cohorte sur 3 ans, puis etc. Là, c'est comme, non, je m'en vais là juste un an, tu sais. Puis c'est un peu le problème que j'ai eu en scénarisation cinématographique puis en création littéraire, c'est que, tu sais, je me suis pas fait d'amis à long terme, là. J'espère que je dis pas, j'en pense, là. Non, je suis plus en contact avec personne que j'ai connu à ce moment-là. OK, c'est correct. Phew. Mais c'est ça, je me suis pas fait d'amis pour la vie, là, parce que t'es là pour un an. Tout le monde est là pour un an, tout le monde le sait. Fait que, tu sais, veux pas, tes possibilités de te faire des amis puis des contacts à long terme sont un peu limitées quand même. Fait que bon, tu sais, j'ai évalué les options, puis bon, aller en Abitibi, c'était pas si vendeur que ça non plus. Fait que j'ai décidé de revenir à l'Université Laval à Québec, de revenir chez mes parents pour finir mon bac, pour ma 3e année. Pouvoir me concentrer un petit peu plus là-dessus. Tu sais. Puis là, à ce moment-là, le projet d'ailleurs de Evolution n'est pas encore avorté. Fait que là, je fais comme du télétravail à distance à partir de Québec. Tu sais, à l'époque, c'était quand même pas évident, mais on avait déjà une portion de l'équipe qui était en France. Fait qu'il y avait déjà cette espèce de réalité-là. Tu sais. Fait que je retourne chez mes parents, puis bon, je continue à travailler sur le projet un peu, mais finalement, ça vivote un peu, puis c'est la clé dans la porte, là, finalement, un peu de temps après. Donc, je peux me concentrer sur mon programme d'études.
Programme d'études, ça va être quoi pour finir mon bac? Ben, ça va être English Studies, études anglaises. Pourquoi? Ben, parce que pour être scénariste de jeux vidéo, il faut écrire en anglais. Donc, mon anglais, il est super bon, mais il est pas si bon que ça quand même, comparativement à des writers professionnels. Fait que je m'inscris au certificat en études anglaises à l'Université Laval. Très mauvais choix, parce que l'Université Laval, sa réputation, c'est d'être la première université francophone en Amérique du Nord. Fait que étudier l'anglais là-bas, c'est vraiment pas une... Bon, enfin, bref, on le fait parce que ça nous prend ça nous prend le diplôme à quelque part. J'ai trouvé ça quand même difficile. Je vais vous avouer, là, j'avais fait un excellent cégep en littérature. Je pense que le niveau était excellent. Fait qu'à l'université, comme j'étais plus dans les cours de création, ben, tu sais, la théorie qu'on nous donnait dans le cadre des cours de création, j'avais l'impression quand même d'avoir déjà une longueur d'avance sur des gens qui avaient fait un cégep en autre chose ou des trucs comme ça. Fait que là, d'arriver en English Studies pour finir mon bac de 3 ans, je trouvais que, bon, en tout cas, j'ai vu des trucs quand même bien. J'ai pu pratiquer mon écriture, pratiquer beaucoup mon accent aussi à l'oral. T'sais. Les cours étaient en anglais, les gens se parlaient en anglais, en dehors des cours, dans les pauses, etc. Fait que ça, c'était vraiment bien. C'était un bon milieu et tout. Puis, pendant que je suis là, vers la fin, en fait, pendant cette année d'études-là, là, j'apprends qu'il existe des trucs qui s'appellent des maîtrises. Puis là, moi, je suis zéro au courant de ça. Fait que là, à un moment donné, on me dit « Ouais, tu peux faire une maîtrise sur le sujet que tu veux, c'est comme de la recherche. » Puis là, je suis comme « OK, tu sais, moi, je pensais que le bac, c'était la fin, là. Il n'y avait rien après. » Mais non, ça a l'air qu'il y a d'autres trucs, tu sais. Je viens pas d'une famille d'universitaires, fait que je sais pas, moi, comment ça marche, les études supérieures. Du côté de mon père, une des sœurs de mon père est allée à l'université. Mais c'est tout, là, pour faire un bac. Fait que, tu sais, c'est pas notre milieu, là. On n'est pas des universitaires de génération, puis je sais pas quoi, là. Fait que là, je suis comme, OK, bon, je vais avoir une prof, puis je ramasse tout mon petit change pour dire, j'aimerais ça aborder un sujet pour une maîtrise, comme l'interactivité, le récit interactif, tu sais. Puis là, elle dit, mais il y a un prof à l'Université de Montréal qui fait du jeu vidéo. Je suis comme, elle a dit ça? On peut faire ça? Quoi? C'est pas frivole? On va pas rire de moi? Parce que c'était encore ça à l'époque, là. Fait que là, je suis comme bien étonné. Tu sais, fait que là, elle me met en contact, elle me donne son nom, puis je cherche son adresse courriel, puis j'écris à Bernard Perron, qui est professeur au département d'histoire de l'art et de cinéma de l'Université de Montréal, que je ne connais pas, je connais pas l'UDM, jamais allé là. Fait que j'ai écrit un courriel, on rentre en communication, je fais ma demande d'admission. Il me dit qu'il travaillait sur le sujet de la scénarisation pour le jeu vidéo. C'est un très bon sujet. Le jeu vidéo, c'est super. Fait que oui, il accepte de me diriger. Je fais la demande d'admission, je suis accepté, je déménage, je m'en vais à Montréal. Et je reviens à Montréal en 2004, où est-ce que je suis inscrit à l'Université de Montréal pour faire une maîtrise. Et c'est comme ça que je ferai pas l'historique complet, là, mais à partir de là, je deviens chercheur en jeux vidéo. T'sais. C'est un peu flou au début, là. Au début, t'es étudiant de maîtrise. Fait que se définir comme chercheur, c'est autre chose, là. Au début, je me vois pas comme un chercheur. Moi, je m'en vais là faire une maîtrise sur l'écriture de scénario pour le jeu vidéo. Ça va bonifier mon portfolio. Ça va me donner un edge distinctif. Quand je vais appliquer sur des emplois dans des grands studios pour être scénariste, ben oui, je vais avoir un petit peu d'expérience pratique à écrire chez Evolution. Mais en plus, je vais avoir fait une maîtrise sur le sujet, je vais avoir un edge. Puis voilà. Fait que c'est ça le plan, tu sais. Je m'en vais là, je fais ma maîtrise, je retourne dans l'industrie après, puis je fais des bons scénarios pour des bons jeux. Puis finalement, ben c'est là que je vais découvrir sous les conseils, l'exemple, l'amitié profonde de Bernard, tout ce qui existe comme réflexion qui est déjà en train de se mettre en place, puis voici comment ça marche, puis il y a des colloques, il y a des conférences, c'est comme je vais appliquer sur une conférence, j'ai été accepté, je vais aller présenter mon article, je rencontre quelqu'un de vraiment important dans le domaine qui me dit j'ai bien aimé ça, ton article très intéressant, c'est comme wow, tu sais, on peut écrire des trucs, puis là enfin le gars qui était, je parle de moi à troisième personne, là, ça a comme pas d'allure, là, mais je me vois un peu de l'extérieur, tu sais, parce que je suis comme, dans le fond, j'étais un petit peu trop intello, un petit peu trop ci, un petit peu trop ça. Même quand on faisait des réunions d'équipe chez Evolution, tu sais, on discutait du concept du jeu puis tout, puis j'essayais de trouver des arguments rationnels, puis tu sais, des trucs de même genre, puis d'aller chercher des exemples, puis j'avais lu des articles écrits par pas des théoriciens, mais des concepteurs de jeux qui théorisaient leurs pratiques, puis j'étais comme oui, attends, il y a des principes là, tu sais, puis tout ça.
Fait que il y avait un peu tout ça là, qui était là. Puis là, je me disais, mais là, je peux être 100% moi-même. 100% moi-même. J'ai pas besoin de, de produire un truc qui va vendre. Puis, tu sais, vendre, oui, c'est bien, mais bon, ça me ramenait un petit peu plus à la création artisanale, tu sais, qui était là dans le temps que j'étais dans le sous-sol de chez mes parents, puis que je faisais des niveaux de jeu, puis que je rêvais de faire des jeux. À quoi je rêvais? Je rêvais pas de rentrer au boulot, puis d'être dans une équipe, puis tout ça, tu sais. C'est pas ça, dans le fond. Je rêvais, de façon très naïve, à, tu sais, coder mon jeu tout seul dans mon sous-sol. Puis c'est fou parce qu'aujourd'hui, bon, j'essaie de créer des jeux. C'est un peu ça le template aussi, là, je me rends compte. Là. J'ai bien de la misère à dire, OK, on va faire un travail en équipe. J'en ai fait des jeux en équipe, puis c'est correct, c'est bien, mais tu sais, si tu me dis, genre, travaille sur un jeu, ben, je vais travailler tout seul dans mon sous-sol comme un ermite. Puis j'ai fait 2 albums avec Multi-Memory Controller, mon projet. Mais Multi-Memory Controller, c'est moi, là. Je fais mes albums tout seul, en ermite, chez nous. Je veux pas parler à personne. Fait que, voilà, il y a quelque chose solo dev, là, comme on dit. Là. On avait Alexandre Declos à l'émission récemment qui parlait de sa démarche et tout. Puis ça, c'est un exemple d'un solo dev aussi. Là. Puis, ouais, fait que voilà. C'est un petit peu ça, mon parcours qui m'a amené jusqu'au jeu vidéo. Puis là, évidemment, quand tu deviens chercheur en jeux vidéo, là, d'abord étudiant de maîtrise, ensuite étudiant de doctorat et tout ça, ben là, ton rapport est rendu différent, tu sais, parce que tu dois t'intéresser en principe à tous les jeux, ou en gros à tous les jeux. Je continue à pas nécessairement jouer à des jeux de sport, puis tout ça, mais je m'y intéresse au moins au niveau intellectuel, vaguement. Je m'intéresse à l'actualité et tout ça. Fait que c'est sûr que là, ma pratique, elle change quand même pas mal. Là. On va revenir sur certains aspects que j'ai déjà abordés, mais en les dépliant autrement, en répondant aux questions qui sont dans le questionnaire. Si vous cherchez Ludov Jeux vidéo au Québec, vous tomberez sur la page sur le site ludov.ca où on récolte les témoignages, les anecdotes, les suggestions, les lieux que vous avez connus et ainsi de suite pour que tout le monde au Québec puisse raconter son histoire de jeux vidéo et produire ensemble collectivement la première histoire socio-culturelle du jeu vidéo au Québec. Alors, j'en reviens un peu sur... ça va être un peu un ramassis de différents sujets déjà abordés. Je voudrais juste passer sur la liste de questions qui constitue le guide d'entrevue. Donc, ça pourrait être des questions qui vous sont posées si vous décidez de participer et qu'on vous interviewe. C'est pas toutes les questions qui sont pertinentes pour toutes les personnes qui se présentent, c'est bien correct. Donc, je vais en passer quelques-unes en rafale pour vous donner un peu une idée là, de quel genre de questions on peut avoir là, finalement. Par exemple, sur la vie familiale, alors, ou même sur l'âge scolaire. Sur l'âge scolaire, on a différentes questions qui sont au programme. Est-ce qu'il y avait des c'est quoi le portrait des gens que vous rencontriez à l'école? Ça peut être utile de voir ça parfois, qui jouait à des jeux vidéo là-dedans, mais même en général, c'était quoi l'environnement? Ben moi, mon école, en fait, toutes mes écoles, mon école primaire, mon école secondaire, c'était 99,9% blanc. Tu sais, je veux dire, il y avait, je pense, un noir à mon école secondaire. Tu sais, c'était une grosse école secondaire, là. Mais c'est ça, c'était la banlieue nord de Québec, quand même assez excentrée, là, dans le fond. Loretteville, Neuchâtel, Saint-Émile, Val-Bélair. Tu sais, c'était ça, là, les endroits qui étaient représentés dans mon école secondaire. Donc voilà, ça devait être 50-50 gars-filles ou 51% de filles, là, genre, là, tu sais, en tout cas, un truc assez standard, de ce que je peux voir, en tout cas. Est-ce qu'il y avait des différences des groupes, tu sais, est-ce qu'il y avait les preppies, les jocks, puis tout ça? Alors moi, j'étais dans le groupe des nerds, là, tu sais. Donc, ben, on était, comment je dirais ça, on était la gang de nerds, mais pas la pire gang de nerds, entre guillemets, parce qu'à cette époque-là, comme je disais, c'était vraiment pas populaire d'être nerd, là. Mais bon, tu sais, fait qu'on était plutôt low profile, là, je pense. Puis après ça, il y avait évidemment il y avait pas beaucoup de métalleux à l'époque. C'était pas l'époque du métal, là. Le métal, ça datait d'il y a quelques années, donc c'était bien trop vieux, tu sais, à l'époque. Fait que moi, je me suis intéressé au métal assez tardivement d'ailleurs, dans ma vie d'ado, là. C'est arrivé juste quand j'avais 16 ans, je pense, le métal. Avant ça, ce que j'écoutais comme musique, ben, c'était de la musique de jeux vidéo. Eh oui, j'avais un Walkman, j'avais enregistré quelques tunes qui passaient à la radio, que j'avais tapé, c'est de la musique pop, là, qui était... qu'est-ce qu'il y avait donc? Il y avait... mon Dieu, j'essaie de me rappeler, je me souviens même pas. Il y avait Getting Jiggy With It de Will Smith, il y avait, tu sais, vraiment un ramassis d'affaires. Il y avait Oasis, évidemment, qui arrêtait pas de tourner. Bref, mais tu sais, je me définissais pas comme une personne musicale,
À part la musique de jeux vidéo. Là, je tripais sa musique de jeux vidéo. J'avais enregistré de la musique sur notre petit enregistreur que j'avais collé sur le speaker de la télé, genre, pour enregistrer la musique de Final Fantasy Mystic Quest, de Final Fantasy 3. Tu sais, toutes des chansons métal ou proto-métal, là, dans le fond, mais j'avais pas le vocabulaire et les références pour saisir que, dans le fond, c'était du métal. Fait que, ouais, j'avais tapé ça sur une cassette que j'écoutais dans mon Walkman. Ça, c'était quand même quelque chose quand je repense, là. Je sais pas si j'étais le seul à faire ça, d'ailleurs. Après ça, donc je me définissais pas vraiment comme une personne musicale. J'avais des amis qui écoutaient du punk, puis après ça, c'est le métal qui est arrivé qui m'a vraiment structuré là, en termes. Là, je retrouvais dans le métal là, vraiment l'énergie, puis le genre de sonorité, d'harmonie, puis de mélodie, puis de rythme surtout, qui m'avait vraiment accroché dans les jeux NES, puis même Super NES, puis même PlayStation, de mon enfance et de mon adolescence. La plupart de mes amis jouaient à des jeux vidéo parce que je me tenais avec eux. J'avais des amis qui avaient clairement plus de moyens que nous. Puis j'avais aussi des amis qui avaient moins de moyens que nous, mais pas, tu sais, la fourchette n'était pas si large, là, tu sais. Je pense pas qu'il y avait personne qui était en état de banque alimentaire ou des choses comme ça. Tu sais, puis je dis je pense parce que bon, on posait pas nécessairement ces questions-là non plus, là, tu sais. On était peut-être pas conscient non plus de tout ça en particulier. Quelle était l'importance du sport, des jeux vidéo ou d'autres activités pendant votre adolescence? Donc, pour nous, c'était beaucoup jouer à Donjons Dragons. En secondaire 5, je pense, 4, 5 peut-être, on jouait beaucoup au basket. On avait le terrain de basket de mon école primaire qui était là. On l'a utilisé extensivement, là. Fait que ça, c'était le fun aussi. On allait à l'arcade aussi. À partir du moment où un de mes amis, puis ensuite le deuxième, puis ensuite le troisième, ont eu son et leur permis de conduire, ben là, on sortait à l'arcade. C'était notre sortie d'ado là, en banlieue. On allait à l'arcade des Galeries de la Capitale, là, qui avait les manèges. C'est un centre commercial dans lequel il y a des manèges, là, pour ceux qui connaissent pas. Puis il y avait une section arcade, puis on a joué quand même pas mal à l'arcade qu'il y avait là, quand on avait 16, 17 peut-être, là, quelque chose comme ça. On n'est pas vraiment rentré dans les bars tant que ça, tu sais, je veux dire, oui, quand on avait l'âge d'aller dans les bars et tout, on est sorti quelques fois, mais on n'était pas le genre de groupe d'amis qui sortait là toutes les fins de semaine, là, tu sais. Fait que c'était un peu ça. Jouez-vous d'un instrument de musique? Alors, j'ai commencé à jouer de la basse en secondaire 5, dans mon souvenir. Mes parents m'ont acheté une basse. Mon frère, lui, avait pris de la guitare à l'école secondaire. Fait que lui, il jouait de la guitare, mais pas moi. Moi, j'avais pris les cours d'art plastique à l'école secondaire parce que j'étais sûr que j'aurais pas de talent pour jouer de la guitare parce que j'étais pas un gars manuel. Aujourd'hui, là, je me tourne, là, puis dans mon studio, j'ai 5 guitares. Là, c'est comme, j'ai fait 2 albums, puis j'ai joué dans un band. Ça, c'est vrai que ça fait partie des pratiques créatives. Là. En 2003, quand je suis à Montréal comme étudiant, je me joins à des groupes de musique, puis on essaie avec un premier groupe qui s'appelait Dryad, qui n'a jamais rien fait de sérieux. Ensuite, on avait un band qui s'appelait Dreamcatcher. On a fait des shows. On a changé de nom, c'est appelé Soul Caged. On a sorti un album. On a fait des shows, notamment la première partie de Sonata Arctica, dont j'ai passé de la musique il y a quelques semaines lors d'un des épisodes. Donc, oui, la musique, c'est devenu finalement assez important pour moi. J'ai fait du théâtre quand j'étais en secondaire 5. J'ai pris l'option théâtre comme option dans les cours à option. Ça m'a beaucoup orienté à poursuivre. Ça m'a confirmé qu'aller en littérature, c'était bien pour moi, tu sais, qu'il y avait de la place pour moi dans le monde, on va dire des arts et de la culture avec des gros guillemets, parce que jamais je l'aurais décrit comme ça à l'époque. Parce qu'à l'époque, art et culture, c'était comme, tu sais, des péteux de brou, genre, tu sais, je connaissais pas ça. Aimiez-vous l'école? Non. Pour toutes sortes de raisons, mais je réussissais quand même bien, sans trop faire d'efforts, fait que c'était comme facile pour moi. Mais j'aimais pas particulièrement ça, tu sais, le cadre disciplinaire. Je trouvais les sujets pas super intéressants. J'aurais préféré faire plus de création, avoir de la place pour écrire, des choses comme ça. Tu sais, s'il y avait une option, je sais pas, là, composition écrite, genre, là, ou écriture, ou je sais pas quoi, j'aurais pris ça comme cours à option. Mais il l'avait pas, fait que j'ai pris le cours d'informatique. Puis j'ai pris ça en secondaire 3, en secondaire 4, j'ai pris ça en secondaire 5 aussi. Il y en avait un deuxième. Je les ai pris, je les ai appréciés, les cours d'informatique. Ça m'a aidé à faire la programmation. J'ai jamais vraiment aimé ça programmer, mais bon, tu sais, ça permettait de faire des affaires le fun à la machine, fait qu'il fallait souffrir un peu, puis c'était ça.
Ensuite, dans les autres questions qu'on peut aborder, vie familiale, hein, si vous avez un ou une partenaire, comment l'avez-vous rencontré? Alors, moi, j'ai rencontré ma partenaire en études anglaises à l'Université Laval dans ce programme-là, donc c'est probablement la meilleure chose que j'ai vécue dans ce programme-là. Puis c'est drôle parce que l'autre affaire que j'ai vécue dans ce programme-là, c'est d'avoir rencontré une prof qui m'a aiguillé vers le prof de jeux vidéo de l'Université de Montréal. Fait que dans le fond, les deux grandes rencontres de ma vie, je les ai faites grâce à ce programme-là. Tant mieux, tu sais. Et elle-même avait joué à des jeux vidéo depuis qu'elle était jeune, ce qui n'était pas super fréquent dans notre catégorie d'âge. Là, c'était très ségrégué. Là. Le jeu vidéo, c'était pour les gars, tu sais, beaucoup. Fait que ça, évidemment, c'est le fun. Tu sais, on game encore aujourd'hui. Avec notre fils, d'ailleurs, ça, c'est une autre des questions dans la vie familiale. Avez-vous des enfants? Combien? Jouez-vous avec eux, avec elles? Les avez-vous encouragés? Moi, j'ai un fils. Je l'ai introduit aux jeux vidéo rétro, rapidement. Tu sais, il s'intéresse aux jeux vidéo nichés. Il s'intéresse à toutes sortes de jeux un peu weird, champ gauche. Tu sais. Fait que je trouve ça formidable de le voir se développer comme joueur de... Je sais pas comment lui se décrirait d'ailleurs, là, mais en tout cas... comme joueur de goût raffiné, j'ai envie de dire, avec le sourire dans la voix. Je sais pas s'il se verrait comme ça, mais en tout cas, des fois, j'ai mon petit côté papa fier là, de voir que mon garçon s'intéresse à ça. Mais bon, on lui dira pas, il est à 17 ans maintenant, il va trouver ça gênant. Historique de jeu, votre première plateforme, ça, j'en ai déjà parlé. Énumérer les plateformes que j'ai eues. Je pourrais peut-être ajouter que j'ai eu la Xbox. Donc, j'ai été dans mes amis, j'étais le seul à m'être acheté une Xbox quand la Xbox est sortie là, en 2001, qui était l'entrée de Microsoft. Là, tu sais. Il y a toutes sortes d'autres questions. J'ai déjà un peu abordé par la bande. Là. Quels sont les jeux vidéo que vous considérez être importants pour vous parmi les meilleurs que vous avez joués? Quelle est votre expérience de jeu la plus mémorable? Pouvez-vous penser à un moment où vous avez été touché ou ému par un jeu? Pourquoi? Donc, on a vraiment ces questions-là. Puis il y en a plusieurs autres. Là. Je vous fais pas l'inventaire complet. Comment on découpe sa vie de joueur ou sa vie de joueuse. Je tiens à dire aussi que moi, je vous parle pendant à peu près 1h10 avec les temps pour l'émission qui sont consacrés à la musique, mais les gens qui participent au projet peuvent faire des entrevues plus longues. Là. Alors voilà, j'espère que ça vous a donné le goût peut-être de participer. J'invite encore votre participation sous quelque forme que ce soit, un témoignage, un ajout sur la carte, remplir le formulaire de sondage ou une entrevue. Vous cherchez sur Ludov, Histoire du jeu vidéo au Québec. Ici Dominique Arsenault, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures lors de la saison estivale de la Grande Ludothèque qui va commencer dès la semaine prochaine sur les ondes de CISM. Même case horaire, même formule générale, ajustée pour l'été. On va se laisser en musique avec...